Je m'appelle Charles Miara, je suis très heureux d'être ici cet après-midi et je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. Je voudrais remercier bien entendu les organisateurs, Futur en Scène et Cap Digital, et le groupe SOS pour organiser ce temps de réflexion, cette pause dans la frénésie d'un festival numérique que représente Futur en Scène, un temps de réflexion, une pause qui, de mon point de vue, donne du sens et qui participe, parce qu'on va parler de social et de numérique et d'innovation, qui participe donc à la volonté de réfléchir ensemble, de façon collective et coopérative, à ce qu'on appelle l'innovation. Le titre de la conférence, c'est « Quand l'innovation sociale rencontre l'innovation numérique ». Alors, pour le citoyen que je suis, je dois vous dire que j'étais moi-même un petit peu surpris au départ, parce que quand on entend parler d'innovation, d'habitude, on pense surtout effectivement à la technologie, à la technique, on pense à la créativité, à la technicité, mais on ne pense pas forcément au reste. Et on n'imagine pas que tous les gens qui sont créatifs, qui ont envie d'interroger les modèles, qui ont envie de faire changer les lignes, peuvent convoquer autre chose que de la technologie ou du numérique. Et en fait, si, l'innovation sociale, ça existe dans un contexte abîmé par les difficultés économiques, par les crises budgétaires, par un certain nombre de problèmes dont on parle beaucoup dans les médias et ailleurs. On s'aperçoit que l'innovation sociale représente aujourd'hui une vraie force, une vraie créativité. Et évidemment, ça convoque la modernité. Et c'est bien entendu naturel qu'à Futur en Scène, qui est cette vitrine de modernité, on puisse aujourd'hui parler de cette alliance quasiment, j'allais dire presque contre nature, entre l'innovation numérique d'une part et l'innovation sociale. Alors ce que je vous propose cet après-midi, c'est justement que ce mariage, cette alliance, devienne un mariage pour tous. Sans mauvais jeu de mots. Un mariage pour tous, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de plus républicain, de plus démocratique finalement que d'avoir envie de se marier ? C'est très à la mode, j'en conviens, mais c'est aussi important que les gens qui sont dans la réalité sociale, qui essayent de trouver des solutions pour répondre à toutes les problématiques liées aux difficultés des uns et des autres, puissent rencontrer effectivement les créateurs du numérique. Et c'est de ces alliances, de ces utopies finalement qui va être question ce soir dans le cadre de cette conférence. Mais quand on parle d'utopie, on parle évidemment de futur et de modernité. Cependant, il y a déjà des gens qui ont réussi à relever le plan, à relever le défi, et quand les utopies deviennent réalité, ça pourrait être aussi le deuxième titre de cette conférence. Et il se trouve que pour parler de tout ça, je vais vous présenter et je vais appeler sur scène 3 créateurs, 3 porteurs de projets qui ont, de notre point de vue, déjà fait cette alliance et ce mariage. Alors, je vais d'abord appeler, parce que l'ordre est extrêmement précis, Xavier Corval, d'Ecosphère. On peut l'applaudir. Même s'il n'a encore rien dit. Ensuite, je vais appeler Xavier de Fouchécourt, de WeFeel. On peut l'applaudir aussi. Et enfin, Ismaël Lemouet, de Mail for Good. Stand up. Bien. Alors, comment va se passer la soirée ? Asseyez-vous, messieurs. Alors, je vais m'asseoir dans 5 secondes, rassurez-vous. Chacun d'entre eux va se présenter. Mais on est dans un festival du numérique et de la grande modernité, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, il y a, pour les tweetos, un hashtag qui s'appelle #UpConf, qui est le hashtag des conférences du groupe SOS, je crois.
Et vous avez un SMS à votre disposition au 06 42 94 24 47. Je répète, 06 42 94 24 47 pour les gens qui veulent envoyer un SMS en posant des questions pendant la conférence. Parce que vous ne le savez pas, mais nous sommes en retransmission mondiale et CNN fait des siennes en ce moment. Donc, comment va se passer cet après-midi? Je vais donner la parole successivement à nos trois intervenants. Ils vont présenter leurs projets, qui sont, comme je vous disais, des projets innovants socialement et techniquement. Et à la suite de ces présentations qui vont durer, messieurs, chacun pour vous 5 à 7 minutes, je leur poserai une série de questions, ils ne sont pas au courant. Donc on va voir comment ça va se passer. Et puis ça va durer à peu près 30-35 minutes. Et après, on posera, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, soit en live, soit par SMS, soit sur le hashtag UpConf. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie à nouveau d'être tous là. Et la sanction tombe sur Xavier Corval du groupe Ecosphère. Vous pouvez dire déjà, monsieur. Sur quel sujet? Vous présentez. Sur quel sujet? Vous présentez le projet, la boîte, dans un premier temps, 5 minutes. Ok, alors Ecosphère d'abord, et puis ensuite très rapidement Ecodon. Oui, c'est ça. Voilà, donc Ecosphère, c'est une entreprise sociale qui est membre du MOVE, entre autres, du mouvement des entrepreneurs sociaux. C'est une société qu'on a créée il y a un peu moins d'un an, après 2 ans d'études sur le terrain, avec tous les futurs utilisateurs de la plateforme. Une plateforme qui... Comment? Il faudrait parler plus fort. D'accord. Je pense que ceux qui sont au fond devraient m'entendre. Ok, merci. Est-ce que tout le monde m'entend? Ok. Donc, la plateforme Ecosphère, c'est une plateforme collaborative en ligne qui connecte en permanence la grande distribution, la distribution spécialisée, des commerces, des entreprises de textiles, des services publics aussi, qui sont tous producteurs de surplus alimentaires, non alimentaires, de déchets, et qui les connectent en permanence avec toutes les filières de revalorisation de ces produits invendus, décommercialisés, incommercialisables, notamment avec la filière de la redistribution, des acteurs associatifs, mais aussi avec d'autres acteurs, des déstockeurs, des soldeurs, des recycleurs, avec un objectif, créer le maximum de possibilités d'échange, de revalorisation entre ces surplus d'un côté et puis les acteurs de l'autre côté. Donc c'est un réseau intelligent de la revalorisation, intelligent parce qu'il est appuyé sur des technologies de l'information et de la communication participative qui n'existaient pas encore il y a 2 ans ou 3 ans, qui permettent d'intégrer en permanence toutes les contraintes et les objectifs des uns et des autres. Contraintes juridiques, contraintes sanitaires, par exemple sur des produits alimentaires, objectifs de déstockage rapide ou de rentabilité, avec des transactions qui sont soit marchandes, soit défiscalisantes, puisque une relation entre une entreprise privée aujourd'hui et une association permet de défiscaliser 60% de la valeur en stock des produits alimentaires ou non alimentaires qu'on donne à une association. Et puis de l'autre côté, on intègre aussi les contraintes, les objectifs, objectifs d'acquisition de produits, contraintes logistiques par exemple. Et donc l'intelligence numérique centrale, elle permet de favoriser, simplifier, d'optimiser tous ces échanges. Donc ça, c'est l'activité entre-professionnelle d'Ecosphère. Et à partir de là, on a voulu, dans le courant de l'année, porter auprès des particuliers nos finalités d'intérêt général, finalités dans le domaine de la solidarité, finalités dans le domaine de l'environnement. Et donc on a créé Ecodon. Ecodon qui a été sélectionné par Cap Digital l'année dernière, cofinancé par le Conseil régional d'Île-de-France, et qui, avec la même intelligence de connexion, de matching, de simplification, d'optimisation que la plateforme entre-professionnelle, va simplifier et faciliter, optimiser les relations entre les particuliers et les associations sur 3 types d'échanges. Échange de dons, dons de temps et de bénévolat. Donc comment est-ce que moi, par exemple, si j'ai 2 heures de temps disponible par semaine, je peux me connecter avec l'association la plus proche qui a besoin et qui a exprimé de son côté ce besoin en termes de bénévolat, sur une compétence particulière, de bricoleur, de comptable ou pas, dons de produits non alimentaires,
Et puis Ismaël prendra sans doute mon relais pour annoncer une troisième fonction très importante qui a été implémentée sur Ecodon aujourd'hui, en fin de journée. Et puis ensuite, j'imagine que j'aurai l'occasion de dire en quoi l'innovation numérique, c'est une traction pour l'innovation sociale, avec un très beau partenariat qui a été lancé ce matin par le ministre de l'Agroalimentaire et dont je parlerai un peu plus tard. Merci, c'est parfait, on m'entend pas. Merci Xavier. Alors on passe la parole à un deuxième Xavier. Xavier Souchico, vous pouvez nous présenter WeFeel, s'il vous plaît. Enfin, s'il te plaît, je crois qu'on se tutoie. Bonjour. Donc WeFeel, c'est une plateforme qui permet d'exprimer, partager, géolocaliser ses émotions au moment où on les ressent. Donc en fait, vous disposez d'une palette d'une 50aine d'émotions. À cette émotion, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un commentaire, vous pouvez ajouter un hashtag, vous pouvez ajouter une géolocalisation, une photo. Et ensuite, donc, vous partagez, donc vous choisissez aussi votre option de partage, ça peut être pour public, ça peut être tous vos amis, ça peut être certains amis, et ça peut même être que pour vous si vous êtes dans une logique de quantified self. Et donc ensuite, donc, vous disposez d'un flux émotionnel, vous pouvez bien sûr partager sur Facebook et sur Twitter. Et ensuite, donc, à partir de là, vous pouvez rentrer dans ce corpus, soit par les hashtags, donc vous pouvez avoir par exemple les sujets qui suscitent le plus d'émotions en ce moment, vous pouvez avoir ceux de vos amis, vous pouvez rentrer par les lieux, quels sont les lieux émotionnels autour de vous, ou aller chercher des lieux, et vous pouvez rentrer par la carte, puisque vous pouvez avoir une carte émotionnelle que vous pouvez trier. Donc pour l'instant, c'est une application qui va sortir mi-juillet sur smartphone, et bien sûr derrière, il y aura un site internet, et on sortira en même temps que l'appli un widget qu'on peut installer sur les sites internet ou sur les blogs pour permettre aux gens de réagir émotionnellement à ce qu'ils voient ou ce qu'ils lisent sur internet à travers une palette qui est plus réduite, parce que la première c'est une palette de 50 émoticônes, là ce sera plutôt une palette de 12 émoticônes, et donc ce flux-là aussi reviendra, par exemple, quand un de vos amis ou quand vous-même vous lirez quelque chose qui vous touche d'une manière ou d'une autre, vos amis seront prévenus et donc pourra accéder à cette partie, à ce site qui a suscité cette émotion. Et puis on va sortir une API aussi, puisque évidemment, à partir du moment où on a une plateforme comme ça, ce qui nous intéresse nous, c'est que ça puisse avoir des usages autres, et notamment sociaux, qui peuvent aller d'un baromètre, par exemple, émotionnel au niveau d'une entreprise ou d'un territoire. Voilà, donc c'est un peu WeFeel, une plateforme d'expression de ces émotions, et évidemment une vocation internationale, puisque les émotions, c'est quelque chose qui est partagé dans le monde entier. Avant de passer la parole à Ismaël, est-ce que tu pourrais compléter, Xavier, quand on a préparé cette conférence, tu m'as parlé de nouveaux langages, tu m'as parlé de mise à disposition de ces palettes pour exprimer éventuellement de la colère, du soutien. J'aimerais que tu me parles un petit peu de toutes les possibilités qu'offre WeFeel lorsque WeFeel pourra être effectivement disponible pour, par exemple, une cause. Oui, alors bien sûr, là c'est un peu technique ma description, mais en fait, la réalité c'est que notre vie en fait est émotionnelle, c'est-à-dire que ce que l'on ressent, ça peut être de l'intérêt, alors on n'est pas obligé d'être dans des émotions colériques ou trop fortes, mais disons que la vie, ce qui donne le sel de la vie, c'est ce qu'on ressent. Donc à partir de là, effectivement, cet outil est un mode d'expression qui permet à ses utilisateurs d'exprimer, disons, leurs sentiments. Ça peut être par rapport à une cause, par rapport à une actualité, et surtout ça compte. C'est-à-dire que comme l'émotion est en premier, ça devient une donnée, et à partir du moment où c'est une donnée, c'est compté et ça compte. Et du coup, l'émotion que vous exprimez pour soutenir, je ne sais pas, les manifestants d'Istanbul, etc., elle est comptabilisée et elle peut être vue, quoi. Et donc il y a une dimension de démocratie participative aussi dans cette application qui peut être utilisée. Merci. Et le logo, c'est un cœur. Tu peux nous en dire un mot ? Oui, disons que le symbole, c'est un peu évidemment le langage du cœur. Donc c'est le côté, le cœur étant le symbole pour moi de l'émotion. Voilà, donc ça me semblait le symbole le plus universel pour exprimer cette plateforme que l'on met à disposition. Merci. Alors, on a eu un entrepreneur social, un communicant qui a du cœur, et maintenant, je vais laisser la parole à Ismaël Lemoel, qui est de l'économie sociale et solidaire, je peux dire.
Merci. Oui, on pourrait même dire du crowdfunding. Alors, une petite question déjà dans la salle. Qui est-ce qui sait ce qu'est le crowdfunding? Levez la main pour voir. Ah oui, ça commence à être pas mal. Vous n'êtes pas là par hasard, exactement. L'idée du crowdfunding est toute simple, c'est de dire qu'on peut utiliser la foule pour financer des projets. Alors, c'est pas une idée qui est neuve. Hein, quand des projets cherchent à se financer, ça fait très longtemps qu'ils font appel à la foule, ça s'appelle le fundraising. Mais par contre, ce qui est nouveau avec le crowdfunding, c'est qu'on utilise pour ça les nouvelles technologies, parce qu'il y a deux choses qui ont changé ces dernières années et qui sont fondamentales. La première, c'est les réseaux sociaux, parce que l'information du coup se diffuse beaucoup plus vite. Et puis la seconde, qui n'a l'air de rien mais qui est quand même extrêmement importante, c'est le paiement en ligne, la capacité qu'a chacun dans cette salle à envoyer un flux monétaire vers un projet depuis son mobile ou depuis son ordinateur. Et donc c'est sur cette tendance de fond que s'appuie Mail for Good, qui est une plateforme qui a vocation à aider les associations dans leur processus de collecte. Et donc on permet aux associations très facilement via Internet d'aller chercher des fonds, que ce soit des dons, mais aussi d'autres types de transactions. Ça peut être des adhésions, ça peut être une collecte à l'occasion d'un événement, par exemple, une course ou une kermesse. Ça peut être également une page de collecte lancée par l'un de vous dans cette salle et qui décide de mobiliser son propre réseau pour une association. Bref, on essaye de mettre tout simplement le web au service du secteur associatif pour son financement. Donc la plateforme, vous pouvez la voir sur mailforgood.com. Et ce qui est important sur cette plateforme, c'est d'une part que n'importe quelle association peut s'y inscrire, que tout se passe en ligne, n'importe quel internaute peut participer également. Il y a aujourd'hui un peu plus de 1000 associations sur la plateforme et on collecte plusieurs milliers d'euros par jour. Et ce qui est important également, c'est que c'est une plateforme entièrement gratuite pour les associations. Nous ne prenons pas de commission sur l'ensemble des transactions qui sont effectuées sur la plateforme. Et le modèle est assez innovant également en termes de business model, puisque notre modèle repose sur un pourboire, c'est-à-dire que quand un internaute va sur la plateforme Mail for Good faire un don à une association, eh bien on va lui proposer au moment de la transaction de laisser, s'il le souhaite, quelques euros en plus pour Mail for Good. Enfin, un dernier mot sur Mail for Good. On a donc toute cette activité qui aide les associations à collecter, où donc c'est l'association qui va elle-même mobiliser son premier cercle, puis son second cercle, etc. Et puis on a une deuxième activité qui est de permettre au grand public de découvrir des associations qu'ils ne connaissaient pas. Alors ça peut se passer sur notre plateforme, hein. On a donc un annuaire avec tout un tas de critères de recherche. Vous pouvez chercher une association qui est à côté de chez vous, vous pouvez chercher une association qui est déjà soutenue par vos amis Facebook, vous pouvez chercher une association par thématique, etc. etc. Et puis surtout, on a ce qu'on appelle une API. Alors, on a une autre question, qui est-ce qui sait ce que c'est une API dans la salle? Ah, un peu moins déjà. Quand même, c'est pas mal. Une API, c'est une interface qui permet à d'autres sites web de venir directement chercher les données sur notre propre site web. Et donc, ce que ça permet, en fait, c'est à d'autres sites de déployer des fonctionnalités qui sont sur Mail for Good, mais chez eux. Donc, c'est par exemple ce qu'a fait Ecodon depuis aujourd'hui. Et Ecodon, finalement, vient récupérer l'ensemble des 1000 associations qui sont sur la plateforme Mail for Good, et bientôt plus. Et on peut, depuis l'application Ecodon, directement faire un don financier à une association en passant techniquement par la plateforme Mail for Good. Et je pense que ce processus d'API illustre bien la capacité qu'a l'innovation sociale à être beaucoup plus impactante en passant par les nouvelles technologies, parce que finalement, ce qu'on permet à travers cette API, c'est de faire en sorte que toutes les associations qui sont sur notre plateforme soient déployées et visibles sur beaucoup plus d'applications, donc il y a un potentiel de scalabilité dans le numérique qui est extrêmement important. Voilà, et donc ça c'était pour Mail for Good, et puis je dis juste un mot sur ma deuxième casquette, puisque je suis le fondateur également de la Social Good Week, qui est une semaine dédiée aux solidarités numériques, qui a lieu cette année en décembre, auquel je vous invite à participer, c'est socialgoodweek.com, et c'est un mouvement participatif et collectif dans lequel on essaye de faire émerger toutes ces solidarités numériques qui aujourd'hui sont en train d'exploser en France et même un petit peu partout dans le monde. Merci. Merci messieurs. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que les trois présentations ont été parfaitement claires. Compte tenu de vos parcours à tous les trois, de vos engagements, de vos histoires, j'ai une question très simple. C'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule. De votre point de vue, est-ce que c'est la technologie
qui est un outil au service d'un projet d'entreprise sociale ou socialement responsable, ou est-ce que c'est parce que vous avez d'abord une fibre sociale les uns et les autres que vous utilisez de la technologie? Lequel voudrait commencer? Xavier? En fait, pour moi, ça émerge en même temps, en fait. C'est-à-dire que c'est parce qu'on sait qu'il y a les outils et qu'on a ces trucs qu'on peut penser, en fait, à une idée. Il n'y a pas, on se dit, tiens, j'ai une idée, et après, je vais voir comment c'est possible techniquement. Ça se fait à peu près en même temps. C'est-à-dire que l'idée, elle émerge parce qu'on sait qu'elle peut aussi émerger techniquement. Moi, j'ai la sensation qu'en fait, la technologie, finalement, n'est qu'un outil. Et c'est un petit peu ce que je disais juste avant, c'est que c'est un outil qui permet de scaler toutes ces logiques d'innovation sociale. Pour donner un exemple un petit peu plus personnel, j'ai commencé mon parcours en allant en Argentine dans des coopératives autogérées. Alors le mouvement des coopératives autogérées argentins, c'est un mouvement assez incroyable. Il y a eu une énorme même crise financière en Argentine en 2001. Beaucoup d'entreprises qui ont fait faillite. Et dans ces entreprises-là, un grand nombre qui ont été récupérés manu militari par les salariés qui ont décidé qu'ils le feraient mieux tout seuls sans leur patron. Ils ont mis leur patron à la porte et puis ils ont commencé à faire ça. Ça marchait très bien. Moi j'ai été étudier ce truc-là quelques années plus tard. Et ce qui m'a frappé quand j'ai été étudier ce mouvement-là, c'est que finalement toute cette communauté était extrêmement efficace, mais utilisait très très peu les outils du numérique, alors que globalement, quand on regarde les valeurs qui sous-tendent l'économie numérique, en tout cas dans ses principes, le peer-to-peer, la transparence, etc., et les valeurs de l'économie sociale et solidaire, il y a quand même pas mal de ponts. Et donc c'est de là que moi est née cette sensation et cette vision qui consiste à dire l'innovation sociale peut être augmentée grâce aux nouvelles technologies, parce que ce potentiel d'organisation et de scalabilité est extrêmement important. Merci. Xavier, l'entrepreneur social. En fait, on s'est aperçu en travaillant ensemble, notamment au sein du groupe Convergence, sur des problématiques qui ont trait à cette interaction entre le social et le numérique, qu'il y avait 3 types de rencontres entre le social et le numérique. Des innovations technologiques qui sont portées à se transformer ou avoir une déclinaison en innovation sociale. Donc ça, c'est par exemple ce que c'est de faire le groupe SOS, comment créer du social, l'innovation sociale à partir de l'innovation numérique. Il y a aussi des innovations sociales qui comprennent qu'elles ont besoin d'innover technologiquement pour créer plus d'impact. Et puis, il y a des synergies natives intégrées entre le numérique et le social. C'est le cas de ce que fait Ismaël, c'est aussi le cas d'Ecosphère, où les deux interagissent initialement et dans leur développement ensemble. Le social et le numérique, c'est très important. Mais c'est marrant parce que vous disiez au début, ça nous paraît un peu bizarre a priori de lier le social et le numérique, mais alors pour nous, c'est juste complètement naturel. On crée nos développements, on crée nos nouvelles fonctions, on crée des nouvelles solutions, des nouvelles collaborations, parce qu'on fait interagir en permanence la recherche d'impact social, la recherche d'impact environnemental et l'innovation numérique. Et quand on sera en phase de développement plus routinier chez Ecosphère, ce que j'avais envisagé en termes de créativité interne à Ecosphère, c'était de pouvoir s'éclater à la fois sur l'innovation numérique, avec un cousin qui est un de mes associés qui est un fou du process par exemple, Baptiste qui est là-haut, et puis en même temps de s'éclater sur la créativité en termes de valeurs sociales et environnementales, et puis de lier les deux en permanence. Ben oui, vous répondez parfaitement aux questions, c'est merveilleux. Non, je suis très content parce qu'effectivement, cette introduction était évidemment un petit peu ironique, parce que je vous assure que si vous allez interroger ma concierge, ça ne va pas lui parler l'innovation sociale et l'innovation numérique. Elle va vous dire, moi, d'un côté, il y a des mecs qui, dans la rue, vont aider, il y a des associations qui vont aider de solidarité de proximité, et puis, de l'autre côté, elle va se dire, bon, ben, il y a mon petit-fils qui a une tablette numérique, et puis voilà. Mais effectivement, c'est pour ça que vous trois, vous êtes effectivement ce que j'appelais ce mariage surnaturel. Et c'est formidable. Donc pour continuer justement un petit peu plus loin, et puisque vous avez évoqué les uns comme les autres le business model, est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de vos modèles économiques aux uns et aux autres?
bien que je sache que les uns et les autres, vous n'avez pas créé les projets au même moment, mais il me semble que c'est important qu'on sache si, par exemple, le numérique, c'est un cost killer, enfin, c'est un outil pour éviter les coûts, ou c'est autre chose. Ou est-ce que ça coûte de l'argent de faire de l'innovation numérique quand on est un entrepreneur social? Ben oui, j'aimerais que lorsque on a un projet, lorsqu'on est un créateur comme vous trois, vous puissiez nous dire, voilà, finalement, en termes de business model, soit c'est les deux qui me coûtent de l'argent, soit ça revient au même. Est-ce que vous pouvez répondre à ces questions? Xavier? Alors le modèle économique de WeFeel, en fait dans WeFeel il y a deux parties. Une partie publique, c'est-à-dire si vous vous exprimez sans disons, associer, parce qu'en fait la possibilité dans WeFeel c'est de pouvoir créer des espaces privatisables en fait. Donc que ce soit pour des marques ou des causes ou des associations, donc ils peuvent privatiser des fonctionnalités et les mettre au service de leur communauté en ouvrant ou en fermant ceux qui décident. Donc en dehors de ces espaces, disons, privatisés, ce qu'on considère c'est un espace public, donc il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de ciblage individuel, et le modèle économique est uniquement sur les parties privatisées. Et là, effectivement, il y a un accès, disons, c'est du freemium, c'est-à-dire qu'il y a un accès gratuit pour des fonctionnalités de base, et par contre, si les personnes souhaitent des fonctionnalités un peu plus avancées, à ce moment-là, ils prennent un abonnement avec une tarification qui peut être assez variable en fonction des fonctionnalités auxquelles ils ont accès. Est-ce que j'ai répondu à Oui, oui. Business model, messieurs? Oui, alors j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure sur le pourboire. Peut-être revenir un petit peu sur cette idée, c'est-à-dire que nous, on a essayé de s'appliquer finalement à nous-mêmes les principes qui sous-tendent Mail for Good, à savoir le fait qu'on essaye de faire ce qu'on appelle du financement participatif, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit la foule qui finance des projets. Et on s'est dit comment pourrait-on faire en sorte que ça soit nous aussi la foule qui finance les projets Mail for Good, et c'est de là qu'est née l'histoire du pourboire. C'est-à-dire que la majorité des plateformes de crowdfunding fonctionnent sur un système de commission que nous on trouve d'une part pas très innovant et d'autre part pas forcément hyper fair pour l'internaute, puisque l'internaute est du coup obligé de financer la plateforme participative. Et donc on a mis en place un système de pourboire qui permet à l'internaute de nous financer s'il le souhaite au moment de la transaction. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, évidemment, s'il ne nous finance pas, on perd de l'argent, puisque c'est nous qui assumons les frais bancaires au moment de la transaction. Mais assez paradoxalement, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les internautes sont plutôt, d'une part, très contents qu'on leur laisse le choix, et donc finalement, on laisse plus que si on avait imposé une commission. Et que du coup, ce dont on était convaincu au début, évidemment, c'est que finalement, les gens, dès lors qu'on leur laisse la liberté, sont beaucoup plus généreux que si on les forçait. Xavier? Il y a plein de façons de répondre à la question. Quand on est sur le numérique, il y a des modèles économiques qui sont assez classiques, qu'on soit entreprise sociale ou pas. C'est, comme on l'a évoqué, l'abonnement, des services de plateforme qui sont divers, en tout cas pour nous. Et puis parfois aussi le commissionnement sur la valeur créée grâce aux services qu'on propose. Et donc là, quand on parle de commissionnement, on est dans du win-win, c'est-à-dire que ceux pour qui on crée de la valeur partagent à travers le commissionnement un peu de la valeur qu'il aurait créée grâce à nous, avec nous. Et donc chez Ecosphère, c'est le cas. Il y a de l'abonnement et du commissionnement. Mais alors, on a distingué par exemple le statut d'émetteur et le statut de récepteur de ces surplus. Donc quand on fait du business avec les produits récupérés par la plateforme, grâce à la plateforme, on a un statut d'émetteur, on paye un abonnement un peu plus cher, on a un commissionnement. Quand on a un statut de récepteur, par exemple une association, là on s'abonne à la plateforme à un tarif extrêmement réduit par rapport à la valeur créée. Et justement ce business model-là nous permet de gérer des belles opérations avec une sorte de cash flow solidaire en quelque sorte, une très belle opération dont j'ai envie de parler en 30 secondes parce que je vois un de nos partenaires dans la salle, le groupe Aurore, qui est présenté par le responsable des maraudes du groupe Aurore pour le secteur ouest de Paris. Grâce à Aurore et grâce à Potel et Chabot, le traiteur événementiel de Roland Garros, on a pu mener pendant 15 jours une belle opération, zéro surplus alimentaire sur Roland Garros grâce à la plateforme Ecosphère, grâce à des solutions de collaboration complètement innovantes qu'on génère en permanence. À Ecosphère, ça n'a rien apporté, un peu de notoriété bien entendu, mais financièrement ça n'a rien apporté. Pourquoi on peut se permettre
de créer ce type d'opération, très coûteuse en ressources humaines. C'est parce qu'on a des partenaires comme Aurore qui sont très réactifs, qui ont assuré tout le transport des denrées pendant les 15 jours du tournoi. Mais on peut aussi se le permettre parce qu'on génère de la valeur avec des acteurs privés qui s'abonnent et qui sont commissionnés sur l'ensemble des transactions qu'on crée pour éviter qu'ils mettent des produits à la poubelle, qu'ils aient donc des coûts de destruction assez importants, et en même temps on leur permet de défiscaliser ou de créer un petit peu de chiffre d'affaires sur la revalorisation de leur surplus. Alors peut-être pour compléter, parce que ça c'est notre business model, mais l'innovation numérique ça coûte cher parfois, ça coûte cher en investissement de départ, et donc pour une entreprise sociale c'est pas toujours évident de faire des levées de fonds, des tours de table sur des investissements importants avec des modèles économiques où il y a du cash flow solidaire, où il y a une majorité des revenus, des bénéfices qui sont reversés à la croissance de l'entreprise. Et l'innovation numérique comme l'innovation en tant que telle, parfois ça a un coût. Le coût c'est celui du temps d'appropriation par les utilisateurs parce que précisément c'est de l'innovation. Donc quand on est innovant sur les outils et innovant sur les activités à la fois, parfois ça prend un peu plus de temps et ça c'est un coût pour l'entreprise. Ben oui, parce que j'imagine que, voilà, on en avait parlé, avant que ça marche, il a fallu plusieurs années pour réfléchir avec les uns et les autres, et je vous avais demandé au téléphone, mais comment on fait pour bouffer pendant ce temps-là, quoi, parce que c'est aussi des questions qui sont importantes. Alors justement, vous avez parlé de partenariat, ça me donne l'occasion de rebondir sur une question qui me semble intéressante pour vous trois. Quand on parle d'innovation sociale, même de responsabilité sociale, notamment dans les entreprises, on parle de co-création de valeur, on parle de co-construction de projets, et ça fait évidemment appel à l'ensemble des parties prenantes. Donc, les uns comme les autres, vous avez un certain nombre de parties prenantes, qu'elles soient publiques, privées, associatives. J'aimerais vous demander aux trois comment vous faites pour les convaincre, comment vous faites pour faire changer les lignes, comment vous faites pour dire, par exemple, je ne sais pas moi, à une collectivité publique, à une collectivité locale, à un ministère, à la région. On est dans le cadre d'un festival qui est largement sous l'égide de la région Île-de-France, de la ville de Paris et du pôle de compétitivité Cap Digital. Donc ça veut dire que là, on a des acteurs publics qui sont par exemple engagés ici. Et j'imagine que pour vous aussi, à un moment ou à un autre, les acteurs publics doivent jouer un rôle. Comment vous faites pour les convaincre? Comment vous faites pour leur dire que voilà, l'innovation sociale et l'innovation numérique doivent être une réponse à la crise, mais qu'ils doivent quand même vous accompagner? Ismaël. Alors c'est une question difficile parce que, comme vous en doutez, d'une part, les process sont extrêmement longs, mais on a quand même un avantage, c'est que de plus en plus, les collectivités, comme les grandes marques, se rendent compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'elles ne sont pas capables de faire elles-mêmes et qu'elles ont donc intérêt à faire ce qu'on appelle de l'open innovation, c'est-à-dire à créer autour d'elles un ensemble une sorte d'écosystème de start-up innovantes qui vont les aider dans leur mission. Alors nous, on a deux exemples de ça. Le premier avec une collectivité qui est la mairie de Paris, et puis le second avec une grande marque qui est SFR. Alors parlons du premier. La mairie de Paris, par exemple, a un annuaire d'associations et porte sur chacun des sites de ces mairies d'arrondissement, donc, permet à chaque citoyen d'aller découvrir les associations de son quartier sur le site de la mairie. Hormis qu'on ne peut pas soutenir directement financièrement ces associations sur le site de la mairie parce que tout simplement ce n'est pas leur métier. Et donc on a fait un partenariat avec la mairie du 2e arrondissement qu'on espère voir déployer sur l'ensemble des arrondissements, qui permet directement de soutenir financièrement et de découvrir avec nos modules technologiques les associations du 2e arrondissement. Ça c'est un bel exemple qui montre que, alors c'est des process longs encore une fois, mais qu'on peut réussir à faire des partenariats dès lors que la collectivité qu'on a en face prend conscience de la valeur ajoutée qu'on apporte et du fait que ce qu'on apporte, elle ne pourra pas le faire elle-même ou alors ça lui coûtera énormément d'argent.
Donc ça c'est un premier exemple et c'est un petit peu la même chose sur SFR, peut-être un petit peu différent. Avec SFR, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire aujourd'hui il existe des normes carrefour d'audience avec des millions d'utilisateurs, c'est le cas d'SFR, qui peuvent finalement donner cette audience à des associations. Et donc le partenariat qu'on a avec SFR est un partenariat qui fait que à chaque fois qu'il y a un mail qui est envoyé dans le webmail d'SFR, alors quelques chiffres, c'est quand même 5 millions d'utilisateurs, 500 000 mails qui partent par jour, donc c'est gros. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'un mail est envoyé dans le webmail d'SFR, eh bien, il y a une petite bannière qui part pour une association Mail for Good, choisie par l'utilisateur, et on en est à un peu plus de 100 000 € de dons générés sur les 4 derniers mois grâce à cette fonctionnalité. Et donc, ce qui est intéressant sur ce partenariat, c'est que, alors on en a d'autres qui sont en train d'arriver évidemment, et l'idée derrière ça est de dire, on peut aller voir toutes les plateformes d'audience qui ont des millions d'utilisateurs et leur dire, bah, cette audience, de façon assez simple, si on réfléchit ensemble, on peut faire de la générosité embarquée et faire en sorte que, grâce à vous, des internautes découvrent des associations. Super, merci. Xavier? Ça tient en un mot, hein, quels que soient les acteurs privés, associatifs et publics, ces solutions. Si on apporte des solutions, on crée des partenariats. Si on les apporte avec une vraie dynamique collaborative, de la force de conviction, on y arrive encore mieux. Pour ce qui concerne les pouvoirs publics, plus précisément, là on a été bien soutenu, bien accueilli, notamment par Jean-Paul Planchoul, vice-président de la région Île-de-France, qui dès le début nous a suivis, nous a soutenus, par la mairie de Paris. Alors ce qui est intéressant, c'est autant par le cabinet de Jean-Louis Missica, recherche, innovation, que par le cabinet de Pauline Véron, anciennement Saiba Dagoma à l'économie sociale et solidaire, et le cabinet de Anne Hidalgo aussi. Et puis alors, c'était aller plus loin ensuite, avec la région Île-de-France, on a contribué à apporter un peu de matière au vœu des groupes politiques qui a fait voter une délibération de plan de lutte contre le gaspillage alimentaire par la région Île-de-France, et encore mieux, et encore plus original. Le ministre de l'agroalimentaire, Guillaume Garot, a lancé au mois de décembre un plan d'initiative contre le gaspillage alimentaire. Tout de suite, on a été intégré dans ce plan-là comme rapporteur du comité de pilotage de ce plan pour 2 raisons. 1, parce qu'on apportait des solutions parmi les plus innovantes pour généraliser des nouvelles pratiques, non pas seulement des bonnes, mais des nouvelles pratiques en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis 2e raison, on était une entreprise sociale et on avait envie de construire, de co-construire avec le ministère une sorte de politique publique collaborative, donc convergence d'acteurs publics, privés, associatifs pour la définition et la mise en œuvre d'une politique publique là, à la fois en impact solidaire, social et en impact environnemental. Et ça s'est conclu par quelque chose de très original, très beau. Ce matin, à 11h, donc a été présenté par Guillaume Garot le pacte national contre le gaspillage alimentaire, un engagement de l'État sur plein de mesures, et certaines qui concernent directement Ecosphère, une qui concerne Ecodon. Je parlais de traction du numérique tout à l'heure, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le ministre nous a proposé d'expertiser avec la Direction générale de l'alimentation tous les paramètres qui vont rendre possible le don alimentaire par les citoyens aux associations. Donc on va travailler ensemble, et après on va déployer une autre fonction sur Ecodon de dons alimentaires par les citoyens. Et donc on va continuer comme ça, comme on a commencé à le faire avec Ismaël sur le don financier, à créer une plateforme de dons pour les structures associatives. Et en plus de ça, le ministère soutient des actions pilotes qu'on a pu mener, comme avec Potel et Chabot, comme avec les hypermarchés Auchan. Et donc il y a des vraies dynamiques là, mais alors là, pour le coup, certains d'entre vous sont peut-être très intéressés par cette thématique-là. Les nouveaux modèles de partenariat entre pouvoirs publics, locaux ou nationaux, voire européens, et des entreprises sociales, ça demande de la réflexion, c'est en train de se faire, c'est passionnant, tout le monde ne sait pas comment y arriver, c'est nouveau, mais c'est vraiment passionnant parce qu'on collabore à la mise en œuvre de ces politiques publiques. Merci, merci infiniment. Effectivement, c'est, je crois, un des enjeux pour l'avenir. Ah, une question SMS. Je la prends juste derrière. Je voulais simplement demander à Xavier, parce que je ne fais pas de pub pour la mairie de Paris, bien que je les aime beaucoup, mais il se trouve que
vous êtes équipé à la Gaîté Lyrique, donc c'est quand même... là, voilà un exemple encore de partenariat intelligent, j'imagine. Voilà, moi, ce que je veux préciser, c'est que contrairement à Xavier et Ismaël, moi, mon projet n'est pas à la base un projet social. C'est-à-dire que le côté social est un des usages possibles de la plateforme. Notamment, on est en discussion par rapport à des cohortes de patients qui pourront non seulement être suivis sur le plan, disons, médical, mais aussi sur le plan d'humeur. Donc c'est aussi un outil qui peut être mis voilà. En termes de partenariat. Donc nous, on est incubé à la Gaîté Lyrique, donc qui incube plutôt des startups dans la dimension culturelle. Et c'est un peu comme ça qu'on est rentré là-dedans, sur la qualification des films que vous pouvez voir, des livres que vous pouvez, des expos, etc. On était plus rentré dans cette optique-là, dans cet axe-là. Mais évidemment, la plateforme, elle, peut avoir des usages beaucoup plus larges. Donc on est à Creatis depuis le 1er janvier. Très bien. J'ai 2 questions SMS, mais je voudrais d'abord qu'on termine cet échange par des questions peut-être plus personnelles sur vos parcours, vos engagements. Parce que quand je vous ai eu au téléphone ces jours-ci, j'ai remarqué que que vous trois, vous étiez quand même des gens extrêmement engagés. Et moi qui suis aussi un entrepreneur par ailleurs et qui estime que l'engagement et la responsabilité, c'est quelque chose d'extrêmement vertueux. J'aimerais qu'on revienne sur vos parcours qui m'ont beaucoup impressionné. Et j'ai envie de vous poser une question très simple. Imaginez que dans cette salle, il n'y ait que des start-upers. Comment on fait pour devenir un entrepreneur social, un innovateur social, un créateur numérique, et comment on fait pour réussir ce fameux mariage dont je parlais tout à l'heure. Les uns, vous trois, Xavier, ça marche comment? Je pense que ça dépend des parcours de chacun. Donc moi, à côté de ça, j'ai une agence de communication depuis plus de 20 ans. Donc voilà. Donc moi, en fait, l'idée, elle est partie de là. On nous a interrogé sur comment on pourrait, disons, capter les récits du rapport des gens avec leur santé à domicile. Et donc j'ai cherché une manière simple de le faire. D'abord, on a pensé à une palette d'états, je me sens bien, ma j'ai de la fièvre, etc., pour simplifier en fait la prise de message. Et puis je suis assez vite arrivé sur les émotions. Et en fait, c'est aussi parce qu'à côté de ça, moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est de l'ordre de la psychologie depuis très longtemps, et notamment une approche par rapport à une psychologie basée sur le travail sur les émotions. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps. Évidemment, tout ça s'est réuni pour avoir cette idée-là. Et donc moi je le fais en parallèle pour l'instant de l'agence. Et pour monter un projet comme ça, il faut surtout jamais lâcher l'affaire, parce que faut tenir, quoi. C'est ça qui est important. Ne pas se décourager. Messieurs, des conseils à la salle pour démarrer une affaire, un business ou un partenariat? Je pense que oui, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que il faut être têtu, voire obstiné, et ne pas lâcher, parce que les processus d'innovation, quels qu'ils soient technologiques ou sociaux, et en l'occurrence c'est encore plus vrai quand c'est les deux à la fois, sont forcément des processus itératifs, c'est-à-dire que vous allez avoir une première idée, et puis vous allez tester votre marché, ça ne va pas marcher, vous allez en tester une deuxième, une troisième, améliorer au fur et à mesure, et puis il faut itérer le plus vite possible pour réussir enfin à coller aux besoins de votre marché. Donc ça c'est le premier apprentissage, itérer très très vite et ne pas se décourager. Et puis le deuxième, pour ce qui est de l'aspect social, je pense que vous l'avez probablement tous en vous, et il suffit tout simplement de se poser la question, si vous êtes en train de monter une startup techno, de quel peut être l'usage social de votre techno. La fonction sociale. Alors, je vais peut-être être un peu rude. Les convictions qui sont très souvent à l'origine du développement d'entreprises sociales, la créativité qu'on partage, c'est fondamental pour convaincre. Ça donne de la force. Ça permet de diffuser de la force aussi, mais vous ne convaincrez pas seulement avec les convictions, vous convaincrez avec des solutions. Donc si vous avez des idées, le plus important pour les développer, les concrétiser en entreprise sociale, quelle que soit la forme juridique, on s'en fiche, c'est comment. Donc c'est pas le pourquoi, en tout cas pas le pourquoi en un seul mot, mais le comment. Et c'est se focaliser sur le comment, et ça veut dire travailler, ça veut dire rencontrer beaucoup de gens, ça veut dire s'entourer, ça veut dire se connecter, très simplement, et puis rentrer dans cette logique collaborative à partir de son idée, de ses convictions, mais toujours en se focalisant sur la solution et sur le comment. Parfois, il y a des entreprises sociales qui ont
comment dire, des initiatives, des engagements qui sont très fondés sur la révolte, sur le scandale, par exemple le scandale alimentaire. Bon, c'est très intéressant, mais c'est fondamental pour sensibiliser la population, pour se sensibiliser soi-même. Mais faire avancer les choses, ça passe par le comment, toujours. Et donc, moi, les expériences de gaspillage alimentaire, on n'est pas seulement sur l'alimentaire chez Ecosphère, mais j'en ai vécu personnellement il y a 15 ans. C'est comme ça que l'idée d'Ecosphère est née. J'en ai vécu il y a 2 ans sur le terrain, en ayant quasiment les larmes aux yeux, en devant jeter des produits dans une benne, parce qu'une association qu'on accompagnait n'avait pas la possibilité d'en récupérer plus, donc on les foutait à la poubelle avec Baptiste. Mais ça me fait crier intérieurement, ça ne me fait pas crier forcément à la face du monde, mais ça me motive pour aller encore plus vite et mieux, et travailler encore plus pour trouver des solutions et convaincre toutes les parties prenantes, quelles qu'elles soient, sans les culpabiliser, sans les stigmatiser, mais pour les associer à la mise en œuvre des solutions qu'on propose. Et en plus, vous arrivez à vous entendre entre vous. Avec qui? Non mais là, Ismaël, on se connaît pas depuis très longtemps, on s'est rencontrés grâce à Cap Digital, dans des réunions organisées par Cap Digital. Après on a travaillé ensemble dans le groupe Convergence, et puis c'est apparu très naturellement et très simplement la possibilité de s'associer. Un jour, je m'en souviens bien, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 1 mois, on était en réunion au groupe Convergence, et à la fin de la réunion, j'ai dit à Ismaël, c'est vraiment génial au quotidien de pouvoir allier en permanence le professionnel et l'humain. Voilà. Et je crois qu'on est exactement dans le thème de la conférence finalement. C'est ça que j'ai trouvé fantastique dans vos parcours. C'est cette capacité que vous avez les uns et les autres à pouvoir recentrer vos activités autour de l'homme. Vous vouliez me redire? Oui, il y a une formule aux États-Unis, on dit one ID, $1. Ça vaut pas plus en fait. Donc, en fait, l'idée, c'est de ne pas trop rêver sur son idée et de ne vouloir que l'étape juste après, en fait. C'est le seul moyen d'avancer. Merci beaucoup. Bien, merci à tous les 3. Alors, on va passer à la série des questions. J'ai 2 excellentes questions SMS qui peuvent s'adresser à tous les 3. Donc, je vous pose la première aux uns et aux autres. La voici, telle qu'elle est arrivée. Selon vous, est-ce que toutes les innovations numériques ont vocation à avoir un impact social? C'est une question extrêmement difficile, mais elle est totalement pertinente. Compte tenu de tout ce qu'on s'est dit, alors, qui s'y colle? Je pense que c'est une question effectivement extrêmement compliquée. À mon avis, la réponse est oui. Mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il existe un certain nombre d'innovations technologiques dont on ne voit pas l'usage immédiatement, dont on ne voit même pas l'usage, soit-il social ou non. Donc on ne peut pas imaginer avoir un impact social direct sur ces technologies. Par contre, ce qui me paraît extrêmement important, c'est que, comme on le disait, l'impact social vient essentiellement d'une réflexion autour de l'humain et de l'impact humain qu'on va avoir ces technologies. Et donc là, définitivement, oui, dès lors qu'une technologie a un usage très très large, je pense que si on y réfléchit un petit peu, on peut y trouver une application sociale, tout à fait. Oui, je pense que si on posait la question au patron de Facebook, il dirait la même chose, mais on aurait peut-être pas du mal à le croire. En fait, je pense que, par exemple, Facebook est un très bon exemple. Ils ont pas fait énormément de choses encore, mais ce qui est intéressant, c'est que dès qu'ils font des choses, l'impact est extrêmement important. Par exemple, Facebook a sorti, c'est passé assez inaperçu en France, mais ils ont sorti il y a quelques mois une fonctionnalité toute bête qui faisait en sorte que dans le chat Facebook, quand une personne commençait à parler de choses autour du suicide, eh bien, il y avait une association qui était alertée et qui pouvait aller parler à cette personne sur Facebook. Et donc on voit très bien là que dès lors qu'on commence à penser les usages de Facebook, en l'occurrence, les impacts peuvent très vite être extrêmement importants vu le nombre de gens qu'il y a sur Facebook et la pertinence de contenu qu'ils ont. On peut tout de suite trouver des applications, mais ça nécessite effectivement que Mark Zuckerberg se pose ce genre de questions. Xavier ? Bon, même si j'ai à peu près 10 ans d'expertise en stratégie d'usage des technologies de l'information et de la communication, je ne pourrais pas répondre à cette question par oui ou non. Je répondrai juste avec 2 exemples.
On a coélaboré le moteur de recherche d'Ecosphère avec une société qui s'appelle Pertim, qui est membre d'ailleurs de la commission d'innovation de Cap Digital, et qui au début a fait un moteur de recherche pour les pages jaunes et pour Mythique. On les a rencontrés, ils ont été passionnés par ce qu'ils nous proposaient comme création, comme innovation, et donc ensuite on a coélaboré le moteur de recherche d'Ecosphère. Donc effectivement on les a amenés de quelque chose qui n'était pas vraiment évident en termes d'impact social et environnemental vers quelque chose qui en avait. Cela dit, il ne faut pas se laisser aveugler par les innovations numériques. C'est pas parce que c'est numérique et nouveau et joli en surface que forcément ça a un impact social et environnemental ou que ça peut en avoir un. Ce qui est important aujourd'hui dans les enjeux de développement durable au sens large du terme auxquels on est contraint pour continuer à faire vivre notre planète et nos sociétés de manière cohérente, plus sobre et équilibrée. C'est vraiment d'avoir une réflexion dès qu'il y a une innovation sur les impacts premiers, les impacts secondaires de cette innovation et surtout de ne pas se laisser aveugler par le fait que c'est nouveau et numérique. Je partage ce point de vue. Je pense qu'il n'y a pas de réponse blanc ou noir sur cette question. Après, tout dépend de ce que la personne veut dire par social, parce qu'évidemment, les réseaux sociaux qui sont ceux qui dominent, on pourrait dire que c'est un apport social. Après, tout dépend de ce qu'on veut dire par là, quoi. Je pense que c'était dans le sens classique du terme, tu vois, c'est-à-dire utilement social. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que ça permet les choses, mais disons que c'est pas une solution panacée, quoi. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Merci messieurs. Alors j'ai beaucoup de chance que j'ai une deuxième question SMS. Je me demande si je ne vais pas aussi demander à nos amis du groupe SOS de répondre à ça. François Hollande a récemment annoncé un fonds de soutien à l'innovation sociale, comme vous le savez tous. Pourquoi, de votre point de vue, cette reconnaissance est-elle aussi tardive ? Alors, je vous laisse répondre si vous le souhaitez, parce que c'est une question qui est pertinente, mais j'aimerais bien que c'est Vincent, je crois, puisse éventuellement prendre la parole sur ce dossier. Alors, le fonds de soutien du président de la République, pourquoi il arrive maintenant, à votre avis ? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée sur le timing, les uns comme les autres ? Alors moi, j'ai pas la réponse à cette question, mais par contre, peu importe que ça arrive tard ou tôt, je pense que la réponse de François Hollande et du gouvernement sur cette question est complètement incomplète, pour une raison très simple, c'est que globalement, ce qui est en train de se passer, c'est que le gouvernement considère que l'innovation sociale est un truc à part et gère ça à part. Je pense qu'une façon, à mon avis, plus efficace, serait de partir de l'idée que l'innovation sociale est avant tout une innovation et que l'écosystème d'accompagnement de l'innovation en France est extrêmement pertinent et extrêmement bien fait, avec des acteurs tout au long de la chaîne, que ce soit des acteurs comme Cap Digital, Oseo, des dispositifs comme le dispositif Jeune Entreprise Innovante ou Crédit Impôt Recherche. C'est assez reconnu mondialement que la France est un des endroits où il fait bon vivre pour créer de l'innovation. Et donc je trouve ça extrêmement dommage finalement de cantonner l'innovation sociale et de la mettre à part, parce que d'une part elle ne va pas bénéficier de tout l'écosystème qui est déjà constitué autour de l'innovation, et puis d'autre part le fait de la mettre d'un côté, eh bien ça coupe les ponts, c'est-à-dire que si on la mettait au sein de l'innovation au sens large de l'innovation technologique, eh bien elle bénéficierait de tous les acquis, de toutes les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui dans l'innovation technologique et qui font et feraient un grand bien à l'innovation sociale. Donc je pense qu'en termes de méthode, c'est effectivement une bonne chose que le gouvernement s'intéresse à l'innovation sociale, mais que c'est vraiment extrêmement dommage que ça soit mis à part comme quelque chose qu'on comprend pas trop et où on se dit quand même que ça vaut le coup d'essayer de l'aider. Merci de cette réponse. Bon, on va dire que c'est bien que ça arrive, bien sûr, que c'est bien que cette initiative soit prise et qu'elle se concrétise par la loi, par des financements. Si ça arrive un peu tard, à mon avis, c'est pour deux raisons. D'abord, l'innovation sociale, ça décilote, c'est-à-dire que c'est transversal. Ça impacte le social, l'environnemental, ça passe parfois par le numérique. Et les administrations, aujourd'hui, ne sont pas encore suffisamment transversales, parce qu'elles ne sont pas suffisamment irriguées par le numérique, en particulier. Il y a vraiment une interaction entre le réseau
la co-création et l'innovation sociale. C'est quasiment intrinsèque, les liens entre les trois. Donc ça, c'est la première raison. Et puis ensuite, si on peut évoquer la loi, au-delà de l'initiative dont vous venez de parler, c'est-à-dire la loi économie sociale et solidaire qui est en train de se profiler. Bon, c'est pareil, la loi, elle a le mérite d'exister, mais elle ne va pas encore assez loin. Il n'y a pas de vision dans la loi pour l'instant. Alors, Benoît Hamon était invité à la fin du Tour de France du MOVE il y a quelques jours, et donc j'ai pu en parler avec lui. Vous pouvez rappeler ce que c'est que le MOVE? Le MOVE, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux. Qui a été créé il y a 3 ans, et qui verra son conseil d'administration se renouveler au mois de juin. Et donc, j'en parlais un peu avec lui, il me disait, mais c'est le débat au Parlement qui va donner de la vision à l'ESS. Ok, très bien, on verra, je le souhaite. Et dans la loi, ce qui manque pour l'instant, et c'est très lié à la question que vous posiez, c'est la mise en valeur d'un critère qui est fondamental, c'est la recherche d'impact social et environnemental par les entreprises sociales. Et on n'en est pas encore là dans la loi. Donc effectivement, il y a des choses qui se font, c'est bien, il y a des lenteurs, mais je crois que le pays aujourd'hui mérite d'aller plus loin en termes de vision sur les modèles de développement sociaux, politico-économiques devant nous, et d'aller plus loin aussi en termes de promotion du numérique comme levier de croissance, comme pilier de solution dans tous les secteurs d'activité. Alors moi, je n'ai pas de cette expertise-là, parce que je ne baigne pas là-dedans au quotidien. Je pense que c'est aussi une réponse politique à une situation de crise, disons. Ouais, c'est un message passé pour dire, voilà, on s'en occupe. Après, le contenu, je ne suis pas expert pour l'analyser. J'avais demandé à mes camarades du groupe SOS, je ne sais pas si ils ont envie d'intervenir. Bon, manifestement, personne ne se dit. C'est une question. Bien. Je respecte les délais. Il est l'admis. Il est l'heure pour nous de commencer à échanger avec vous, chers amis dans la salle. Alors, est-ce que quelqu'un a une question et à qui? Oui, alors, je vois qu'il y a déjà des questions. En plus, je vois que c'est des gens qu'on connaît. C'est très bien. Bonjour, je gravite dans le milieu de l'économie sociale et solidaire sans être vraiment dedans, tout en étant dedans depuis quelques années. Et je trouve extrêmement intéressant et innovateur tous ces projets. Sur un plan technique, ça ne fait absolument aucun doute. Vous avez évoqué un tout petit peu les aspects sociaux. Par exemple, je citerai Mel Forwood, l'aspect du don versus l'aspect du pourcentage. Mais je dois dire qu'à l'heure actuelle de cette conférence, je suis très frustré sur l'aspect social. Et je vais vous donner 2 points d'intervention, l'aspect humain très clairement, 2 points d'intervention sur lesquels j'aurais aimé un peu plus, ce serait intéressant je trouve qu'on creuse. La première, c'est en quoi l'innovation technologique et sociale, vous la retranscrivez dans votre propre organisation. C'est-à-dire, comment est-ce que tout ça avance en parallèle en fait, entre votre innovation technologique, votre innovation sociale vers les autres, et votre propre innovation sociale. Et puis la deuxième chose, on est sur le domaine des nouvelles technologies. Il y a des grosses problématiques qui sont d'actualité en ce moment avec un certain prisme, qui concernent la gestion de l'humain, quelle place de l'humain demain dans la société. Vous êtes sur les uns comme les autres, tous les trois, sur des projets qui font appel justement à une relation directe avec l'internaute. Et vous participez de fait à ce grand brouillard aujourd'hui pour l'internaute lambda, j'ai envie de dire, bien que ce soit un peu méchant, qui ne sait pas ce qui se cache derrière. Donc ma question, c'est comment est-ce que l'innovation technologique que vous mettez en place, en quoi est-ce qu'elle peut faire évoluer l'innovation sociale sur le net, les données personnelles, le profilage, la traçabilité, le droit à l'oubli, etc., etc. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est assez clair, c'est très très précis, cher ami. Alors, je pense que ça s'adresse peut-être plus à Ismaël, mais... C'est une question hyper intéressante parce qu'effectivement, c'est pas évident à régler parce que toutes ces questions, notamment sur les données personnelles, se situent en fait au niveau de l'éthique personnelle. C'est-à-dire que
Effectivement, chez Mail4Good par exemple, on va avoir, et on a déjà, des données sur qui donne, à qui, etc. Et on pourrait très bien décider de revendre ces données. C'est quelque chose qu'on ne fera pas et qu'on ne fera jamais. Après, qu'on ne fait pas et qu'on ne fera jamais. Et par contre, évidemment, ce qui est compliqué là-dedans, c'est qu'on a beau dire ça, on a beau s'engager et dire on ne le fera pas, il n'y a pas vraiment de garde-fou qui permet autre chose que ça. Si ce n'est quand même une chose, et je pense que de ce point de vue-là, l'économie sociale et solidaire fonctionne de façon très collaborative, et dès qu'un acteur sort de ses valeurs et de l'éthique qu'il s'est fixée, ça se fait relativement vite. Donc je pense que le point fondamental là-dedans, c'est que globalement, l'écosystème dans lequel évolue Mail4Good, et je pense que c'est notre cas à tous, est extrêmement collaboratif, tout se sait relativement vite, et que donc cette notion d'éthique est participative au sens où c'est la communauté en fait qui garantit les comportements de chacun. Vous interrogiez les comportements vertueux, en fait. Je peux juste apporter une précision. C'est comment est-ce que votre innovation technologique va aider à une prise de conscience au-delà du monde de l'ESS et quel apport, par exemple, sur le fait de dépasser la simple question de l'engagement, on peut mettre en place des processus et des contrôles qui vont éviter, qui vont rendre matériellement effectif. On peut mettre en place des processus, des outils qui restent techniques, qui restent sans doute à construire, mais qui permettront demain de dépasser le simple engagement éthique dont vous parliez. Et je pense que justement, là, toutes vos entreprises, sur le côté innovation sociale, ont potentiellement un impact très fort pour servir de leader et servir à impacter l'évolution de l'économie en général. Parce que c'est là tout l'intérêt de l'ESS, c'est pas de rester un petit groupe, même s'il est énorme, mais médiatiquement en tout cas, c'est aussi d'être moteur et de faire évoluer les comportements, et pas seulement des individus, aussi des structures et des entreprises, et des administrations. Je me permets juste de remédiatiser cette question. C'est ce qu'on a quand même un petit peu évoqué tout à l'heure lorsqu'on a parlé des relations avec la partie prenante. Voilà, il y a eu des démarrages de réponses sur ces questions-là, me semble-t-il. Je vais évidemment laisser les spécialistes répondre, mais bon, tu veux dire quelque chose? C'est compliqué votre question, parce qu'en fait il y a un volet changer les comportements et puis un volet garantie des données, quoi. Donc moi j'y perçois deux